Bonsoir, dans ce débrief du 21 février 2020. Dans son discours à l'occasion du 44e anniversaire de la Marche verte, le roi Mohamed VI faisait remarquer que la carte du Maroc a bien changé et qu'Agadir se trouve quasiment à équidistance de Tanger et des provinces sahariennes. Or, sur la décision du souverain de faire de la région de Souss-Messa un pôle économique reliant les parties septentrionales et méridionales du Maroc en opérant la jonction entre Tanger au nord et Oujda à l'est d'une part et les provinces sahariennes de l'autre. 2 mois après, c'est Cap Sud. Développement urbain d'Agadir, lancement des cités des métiers, des compétences et de l'innovation et à une échelle nationale, lancement de Génération Green et du plan Maroc Forêt. Enfin, un coup de pied dans la fourmilière à Tarazout Bey. En deuxième partie, nous aborderons un sujet qui commence vraiment à fatiguer, la violence des stades et autour des stades. Décembre, janvier, février, 3 mois, 3 matchs, 3 confrontations avec les forces de l'autre. Depuis le temps qu'on en parle, on en est à se demander si c'est désormais une fatalité avec laquelle il faut faire. Enfin, nous irons pour un tour de table en Tunisie où les partis semblent enfin arriver à s'entendre sur un gouvernement. Pour mieux cerner ces sujets avec nous, Hassan Alaoui, directeur de Maroc diplomatique, Adnan Dabbar, essayiste politique, et Si Ali El-Harichi, docteur en droit international et professeur de sciences politiques. Pour commencer, avant que le roi ne décrète que le centre du Maroc s'est déplacé vers le sud, il n'y avait pas grand monde pour faire ce constat qu'une fois dit apparaît comme une évidence. Et c'est-à-dire que nos élites sont à la traîne, ont manque d'initiative, de force de proposition. C'est Adnan Dabbar. Je dirais que c'est une approche nouvelle qui rentre dans un paradigme nouveau qui s'installe au Maroc, celui de la valorisation du territoire. Nous sommes en train de nous... la question d'abord. Pardon ? Est-ce que les élites nationales... J'y viens. D'accord. Donc, c'est une approche nouvelle qui transforme la géographie du Maroc. Nous tous, nous participons à cette transformation, à cette mutation de la géographie du Maroc. J'appartiens à une génération, c'est pour cela que j'ai pris un peu de modération, j'appartiens à une génération qui croyait que le centre du Maroc était Rabat et Casablanca. On a évolué, nous avons trouvé que maintenant Tanger aussi est un grand pôle de développement. D'autres pôles se sont... Ça, c'est l'héritage du Maroc utile. C'est l'héritage du Maroc utile, mais maintenant, Dieu merci, nous avançons. Et ce n'est pas pour nous déplaire. Donc, nous avons fait attention à Tanger. Maintenant, c'est le rôle, je dirais, c'est le rôle de Agadir et pourquoi pas d'autres avec les 12 régions. Nous sommes dans une mutation profonde du Maroc où tout le monde est utile. Ce n'est plus le Maroc inutile. Tout le monde peut être utile en travaillant sérieusement son territoire, avec bien sûr les incitations qui sont mises en place par l'État et par les différents opérateurs. Cela va nous donner une véritable, disons, mutation qui va permettre un développement réel de l'ensemble du territoire et l'instauration de cette classe moyenne que tout le monde maintenant appelle de ses voeux, notamment Sa Majesté le Roi. La classe moyenne paysanne. La classe moyenne paysanne et la classe moyenne de manière générale, parce que c'est un facteur de stabilité. C'est un facteur de stabilité politique. Nous espérons, nous souhaitons que tout le Maroc soit un pays de classe moyenne. C'est ça le développement. Donc, nous sommes en train de travailler. Les élites, pourquoi les élites sont en retard dans cette... Je vous attendais. Ben oui. Les élites, pourquoi sont-ils en retard? Parce que les élites ont une approche de la politique qui est un petit peu restrictive. Maintenant, à travers cette interpellation aussi, et c'est pour cela que bien que semblant donner beaucoup d'importance, et on me le reproche souvent, à cette question de nouveaux modèles de développement, ces élites sont interpellées à réfléchir intellectuellement sur notre développement. Ce n'est pas uniquement le rôle d'assurer leur réélection, de faire quelques petits accords politiques à gauche, à droite. Non, il faut réfléchir au Maroc et à son devenir. C'est à quoi tout le monde est invité, société civile, élite politique, et bien sûr, il y a la conduite éclairée de Sa Majesté qui est là. Hassan Alaoui. Pardon. Moi, je le prendrai autrement. Je suis d'accord avec Adnan, mais je dirais qu'il y a une vision maintenant qui est inscrite dans le marbre,
qui est une vision royale, elle devient de plus en plus claire, définie, tracée et tout. Et l'histoire, si vous voulez, du Souss Massa ou d'Agadir, n'est-ce pas, c'est un prolongement à la fois temporel et j'allais dire géographique, parce que Sa Majesté était à Marrakech, était à Essaouira, et alors on a compris tout de suite pour ceux... Qu'on est en train de prendre le cap sud. Le cap sud, comme vous avez dit tout à l'heure, et forcément, donc les élites dont vous parliez tout à l'heure, elles sont interpellées. Est-ce qu'elles comprennent le sens? Ils ont été interpellés dès le 6 novembre, lorsque le constat a été fait et que le roi avait dit qu'il fallait créer un pôle. Exactement. Alors qu'il était déjà, d'une certaine manière, dans cette région. Non. Agadir, Souss Massa, sur le plan agricole et touristique, elle l'était. Mais apparemment, elle n'a pas suivi le mouvement. Non, mais je précise qu'il y avait une continuité dans le temps et dans l'espace. Sa Majesté ayant quitté Essaouira, s'est tout de suite dirigé vers Agadir. Donc il y a une suite, je dirais, logique. Cette suite, elle s'est concrétisée parce que tout simplement, il s'agit de régions, je dirais, qui sont actuellement en difficulté ou en tout cas en décalage par rapport au reste du Maroc. C'est-à-dire Essaouira, tout ce qu'il a lancé, n'est-ce pas, sur le plan administratif, sur le plan, je dirais, infrastructurel, humain, religieux, culturel. Ce n'est pas vraiment à plaindre. Oui, mais quand même, il a porté le projet du renouvellement d'Essaouira avec lui. Le roi est descendu ensuite dans le sud. Il est descendu avec déjà peut-être, comme tu disais, une vision déjà, parce que le 6 novembre dernier, il a redessiné en quelque sorte la carte géopolitique, je dirais. Aujourd'hui, géoéconomique. Et parce que le projet, c'est de, comme on dit en Europe, c'est Mittel Europa, on disait à l'époque, mais non, on dirait la même chose du Maroc, c'est-à-dire la région du sud qui rejoint la région du nord. On va revenir sur tout ça. On en était aux élites marocaines. Ont-ils perdu tout sens d'initiative et de force de proposition? Oui, mais comme d'habitude dans ce pays, c'est toujours le roi qui propulse, qui donne la dimension réelle, ou qui impulse, il impulse et il propulse aussi, qui donne la dimension réelle des choses. Oui, mais il n'empêche que dans un mouvement d'ensemble, on peut avoir une réflexion au sommet et également... C'est aux élites, c'est aux intellectuels, c'est aux géographes, aux sociologues, aux économistes de prendre le pas maintenant et de suivre, de s'inscrire dans la démarche royale, tout simplement. C'est pas difficile. Alors, pour répondre à la question des élites, oui. Vous voulez des élites politiques? Toutes les élites, que ce soit politiques, scientifiques, économiques... D'abord, le Maroc a choisi en 2011 d'une nouvelle constitution, c'est-à-dire la population marocaine a choisi une nouvelle constitution qui met dans son article premier quelque chose de très important, qui parle d'un Maroc qui est démocratique et puis qui parle de la régionalisation avancée dans l'article premier de la Constitution avec une décentralisation, donc une organisation territoriale avec une régionalisation avancée et une décentralisation qui est la forme de la mise en place d'une réelle démocratie au niveau de tout, c'est-à-dire territoriale par rapport au territoire et puis par rapport aux citoyens et citoyennes entre eux. Donc, les élites ont pris du tard. D'abord, la loi organique n'est arrivée qu'en 2015, c'est-à-dire la loi 111-14, qui est relative aux collectivités donc, territoriales dans les régions ou les préfectures ou les communes. Donc, ces trois lois organiques ne sont arrivées qu'en 2015. Donc, pour ce qui est de la région, c'est en 2014. La loi 111-14. Donc, le roi, en tant que chef d'État, il est en train de remplir ce que doivent faire en fait l'élite ou d'orienter l'élite parce qu'il a tellement attendu, il a déjà dit ça dans ses discours politiques, non pas seulement le discours donc celui du 6 novembre, mais les discours qui ont, c'est-à-dire au niveau du Parlement, dans les 2 ou les 3 discours au niveau du Parlement, c'est-à-dire les 2 dernières années, et il a dit aussi au niveau pour parler de la région d'Agadir, ou du secteur agricole, parce qu'on là on est dans une propulsion du monde ou du secteur agricole, c'est dans le discours, c'est-à-dire qui a été fait au Parlement en 2018, en mois d'octobre, il a parlé d'une nouvelle, c'est-à-dire de créer, c'est-à-dire de redynamiser, capitaliser sur les acquis qui ont été faits pendant ces dernières années, mais donner quelque chose de nouveau à travers, bien sûr, cette forme de régionalisation, d'équité entre les régions, parce que certaines régions au Maroc, effectivement, restent
profitent moins que d'autres régions. Vous avez parlé tout à l'heure du Maroc utile, on ne connaissait que Rabat ou Casa, mais il y a d'autres régions, et dans un choix démocratique par la population et par le chef de l'État, qui est la Constitution du Maroc, dans son article 1er, les choses sont très très claires, et on parle d'une décentralisation qui nous mène vers ce qu'on appelle la gouvernance territoriale, et c'est une forme. Cette gouvernance territoriale, c'est une forme de la démocratie. Donc, si je résume bien, on est dans la mise en place de la régionalisation avancée. Exactement, que l'élite devait ils ont attendu, tant mieux que le roi vienne pour dire, il faut faire bouger les choses. Et vous dites équité et non pas équité. Équité, bon. Non, mais... Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Agadir? Il s'est passé que, d'abord, nous avons eu la visite de Sa Majesté le Roi dans une région qui n'est pas pauvre. C'est une région très dynamique. Oui, il l'a dit dans son discours. Elle est dynamique par sa population d'abord. Elle est dynamique par son activité agricole, industrielle, la pêche. Touristique. Nous ne sommes pas dans un terrain qui représente quelque chose de vraiment où il n'y a pas grand-chose. Mais, et c'est ça l'intérêt, on veut essayer de améliorer l'existant, l'introduire dans une perspective de développement et essayer de faire en sorte que l'ensemble du territoire puisse profiter du développement, que ce soit au niveau urbain ou au niveau rural. Si vous suivez un petit peu ce qui a été fait au niveau d'Agadir, vous trouvez qu'il y a 2 projets d'infrastructure et 2 projets qui sont très importants de formation des ressources humaines. Et là, c'est le nouveau paradigme de développement qui s'installe, c'est-à-dire la centralité de l'élément humain dans le développement du Maroc. Le Maroc doit parier d'abord sur son élément humain, sur le facteur humain, c'est-à-dire qu'il doit parier sur la formation, l'instruction. Il faut que le Marocain puisse être mis en condition d'affronter les défis futurs. Et les défis futurs de développement exigent un savoir-faire, exigent une instruction, exigent une formation. Et je pense que cet institut qui a été fait, la start-up qui a été aussi mise en place, sont des éléments qui encouragent, qui font en sorte que le Marocain, maintenant, puisse aller de l'avant. Et ce ne sont pas des quelques dizaines de gens qu'on va former, mais ça commence à se compter par milliers. Et ces milliers sont importants dans la mesure où ils forment le triptyque essentiel à tout développement. L'élément humain, l'entreprise et l'administration-organisation du territoire. Ce triptyque, depuis des années, on le recherche. Nous sommes en train de le réaliser grâce à cette nouvelle approche, à ce nouveau paradigme. Moi, je crois que dans cette histoire, je verrai 2 dimensions en vérité. Il y a la dimension, si vous voulez, de réflexion, d'une profession de foi, et évidemment tout ce que Sa Majesté a à cœur, n'est-ce pas, la philosophie en quelque sorte. Et puis, tout de suite après, concrètement, il y a eu les projets, la mise en œuvre des projets qui sont quand même énormes, n'est-ce pas? La cité, la nouvelle cité qui va être, je veux dire, technologique et tout, les start-up, tout d'un coup, je veux dire, dans la foulée, en une semaine. Ils ont 4 ans pour le faire. Ils ont 4 ans, mais quand même, le lancement des projets, de toute façon, c'est comme ça. Sa Majesté travaille, comme on le sait, très rigoureusement. Il lance un projet et on note la date de son lancement. Et puis, on fixe déjà la première visite de contrôle. On le finance. On le finance. On trouve ensuite la date de visite, de contrôle peut-être. Et puis après, Sa Majesté vient pour évidemment constater, de visualiser les choses. C'est comme ça. Donc, 4 ans, 5 ans ou 3 ans, peu importe. Aujourd'hui, simplement, 2024. Il y a la conjugaison au niveau du souverain du principe, si vous voulez, de réflexion, de la philosophie. Et tout de suite après, c'est concrétisé par des projets. Et Dieu sait que les projets, on en a eu moins pour 15 jours, parce que Sa Majesté quand même a passé près 15 jours dans la région du Sud, évidemment. Et c'est, je veux dire, Agadir, qui n'est plus maintenant simplement le Sud. Il n'y a plus le petit Maroc de jadis. Aujourd'hui, c'est le grand Maroc qu'on est en train de Tangel Gouera. Absolument. Ali El-Harichi. Toujours sur le... Oui, toujours sur ce qui se fait à Agadir. Ce qui se fait à Agadir est très intéressant. Agadir, ou la région Souss-Messa, est une région d'abord agricole. Mais il faut dire qu'aussi, le Maroc, il y a des parties qui ne sont pas
très inscrite dans une agriculture moderne. Il y a certes une agriculture moderne avec l'élevage et d'autres formes, c'est-à-dire d'agriculture, c'est-à-dire par rapport aux arbres ou par rapport à l'arboriculture et autres. Mais il y a un monde rural qui est à côté d'Agadir, qui est un monde qui est un peu désenclavé. Il faut voir la région d'Agadir. Enclavé, qu'il faut désenclaver. Donc c'est un peu ça l'objectif de ce projet, c'est de désenclaver des zones, parce qu'il n'y a pas que la périphérie d'Agadir où il y a une certaine forme, c'est-à-dire de modernité, un certain niveau de vie. Même, c'est-à-dire dans le monde agricole. Mais c'est-à-dire ramener ce monde rural, et d'ailleurs le roi l'avait dit même dans son discours, je pense. On va le voir de toute façon dans Génération Green. D'accord. Donc il fallait ramener ce monde rural vers une agriculture et intégrer par cette manière les jeunes pour avoir un secteur où il y aura c'est-à-dire des revenus. C'est-à-dire, et on parle de chiffres très intéressants quand vous allez revenir par c'est très bien, on va faire la jonction parce qu'il s'agit de désenclaver, évidemment, parce que là, à Agadir, on est toujours vers le Haut-Atlas, l'arrière-pays, on est où il y a vraiment beaucoup de besoins, beaucoup d'attentes, et il y a ce lancement qui a été symboliquement choisi, qui a choisi symboliquement Agadir pour ce faire, enfin que le roi a choisi pour le faire, c'est Génération Green et le plan vert. Ce n'est pas exactement un plan vert 2, mais c'est une nouvelle continuité et il concerne tout le Maroc. C'est un projet d'inclusion qui veut élargir la classe moyenne paysanne à renforcer d'à peu près 440 000, si j'ai bien retenu le chiffre, ménages nouveaux qui devraient intégrer les 600 000 déjà existants. Alors, de quoi s'agit-il, Adnan Debbar ? Je sais que les superlatifs ne sont pas très appréciés, mais moi, je dirais que cette nouvelle approche, il ne faut pas en abuser, mais essayons de faire en sorte que... Mais quand c'est nécessaire, c'est nécessaire. Les mots sont importants dans cette phase. Je dirais que cette génération green, pour moi, représente un saut qualitatif dans la politique agricole au Maroc. C'est-à-dire, nous ne sommes plus dans une approche productiviste, celle d'un Maroc vert, un plan Maroc vert qui a eu un succès. Il a doublé la production, qu'on le veuille ou non, de l'agriculture, du PIB agricole au Maroc de 2008 à 2020. C'est déjà un acquis. Certes, il a un certain nombre de défauts qu'on peut mettre en évidence et d'insuffisances, mais on a capitalisé globalement, c'est positif, comme disait un grand monsieur Georges Marchais. Georges Marchais, que globalement c'est positif. Bon, bien, heureusement, il n'a rien à voir là-dedans. Ah oui, qu'on n'est pas dans la même sphère intellectuelle. De toute façon, nous avons une nouvelle approche qui a capitalisé sur l'ancienne. Et l'a capitalisé en disant qu'effectivement, nous avons avantagé l'aspect productiviste. Maintenant, voyons l'homme qui va être au centre de cette nouvelle perspective, donnons-lui les moyens pour travailler, que ce soit des moyens matériels, le terrain, le financement, pour créer cette fameuse ou implémenter et accroître cette classe moyenne fondamentale pour la stabilité de notre monde rural. Et deuxièmement, formons cet homme, sécurisons-le, formant à travers les instituts de formation, l'encadrement, les associations, les corps intermédiaires, etc., sécurisant à travers la création d'une grande assurance qui va lui permettre d'être sécurisé matériellement, d'avoir la qualité de pouvoir vaquer à ses occupations de manière sereine. Sans trop d'angoisse. Sans trop d'angoisse, et ça vous le savez très bien. Je terminerai en disant une chose très importante. Le souci fondamental, c'est d'essayer de valoriser le territoire, comme disait le professeur, mais cette valorisation se trouve à travers la sédentarisation de cette population sur ce territoire. Et pour la sédentariser, il faut passer de l'approche développement agricole stricto sensu à l'approche développement rural, c'est-à-dire une certaine urbanisation de notre campagne. Jusqu'à maintenant, on a plutôt ruralisé la ville. Si vous voulez. Il faut inverser la tendance. Hassan, Alaoui. J'ai été un petit peu lent, je m'en excuse. Je m'inscris dans ce qu'on vient de dire mon collègue.
effectivement que la valorisation de l'être humain, parce que c'est lui qui va faire tout. Donc c'est ça l'objectif. C'est parce que dans le monde rural, je dis encore le monde rural, pas le monde agricole, une jeunesse qui est perdue, qui ne trouve rien à faire en fait. Donc il fallait trouver des solutions pour récupérer cette jeunesse. Ce sont des Marocains, c'est des jeunes Marocains, et qui ont l'esprit de l'initiative et la volonté d'aller vers l'avant. Donc cette forme de génération Green 2020-2030 va donner vraiment, à mon sens, je connais un peu le monde rural, je le connais un peu, donc je travaille aussi. Tu es vétérinaire. Aussi. Donc, comme, il fallait me le dire, hein, je vous ai présenté autrement. Oui, bon, je n'ai pas donné toutes les casquettes. Donc, bon, alors, c'est très intéressant. Donc, c'est l'autre casquette, donc à côté le droit. Bon. Mais c'est le plus important pour moi, c'est que ce monde rural, il faut donner quelque chose au monde rural et à cette jeunesse qui est très dynamique, qui est très entreprenante. Il faut lui donner quelque chose pour aller de l'avant. Je pense qu'on est là dans le sens de ce projet-là, et puis l'autre projet, on en va en parler, qui est très intéressant dans l'approche aussi de gouvernance territoriale. Non, il faut en parler parce qu'on n'aura pas beaucoup de temps. Pour le projet forêt nationale, c'est-à-dire c'est une approche de gouvernance territoriale, de faire participer la population au développement de la forêt. C'est ça l'approche participative. Alors que jusqu'à maintenant, c'était plutôt une population destructrice de la forêt. Malheureusement, qui vivait sur la forêt et de la forêt. Pour certains, pour les pâturages, pour les pâturages, pour le feu de bois. Bon, mais là, il faut poser plusieurs paramètres et même pour pouvoir. Pour la vente. Alors, moi, je vais ajouter très intéressant, mon cher ami, c'est que moi, je suis originaire d'Azrou. Oui. J'ai grandi à Azrou, comme toi d'ailleurs, et tout, à côté. Pas d'Azrou. Oui, mais enfin, Sefro, c'est la même chose. C'est pas très loin. Et il y a un problème réel aujourd'hui que vraiment les autorités publiques doivent prendre en compte et en charge tout de suite. C'est la destruction de la forêt, de la cédrée, l'immense cédrée du Moyen Atlas, qui chaque jour, on la voit partir en morceaux, en lambeaux, des grands cèdres, des grands arbres qui disparaissent comme ça parce qu'il y a des rabatteurs et des prédateurs qui des arbres séculaires. Oui, des arbres séculaires. Et je suis d'autant plus content que, effectivement, j'allais dire, le plan royal a reconfiguré encore la forêt. C'est un crâne dégarni quand on le voit de haut. Tout à fait. Et donc, je dirais, à notre dimension, c'est pire que l'Amazone. Vous comprenez? C'est pire qu'au Brésil. Et donc, il faut absolument y mettre fin à cette destruction comme ça, méthodique et programmée de la cédrée de la région du Moyen Atlas. C'est quand même notre poumon, comme on dit. Et là, je suis très content que Sa Majesté s'en est occupée, qu'il ait lancé justement l'alerte et tout. Voilà. Je dirais que parce qu'on va terminer. Rapidement, notre souhait, c'est qu'à côté de ce plan de génération green, puisse s'installer une véritable dynamique régionale dans les différentes régions, parce que c'est ça l'objectif, à travers l'encouragement de l'écotourisme, de l'économie sociale, d'un certain nombre d'activités concernant surtout la femme, et où elle doit générer du revenu, et pour la stabiliser, ce sont des éléments importants qui vont peut-être parfaire cette vision globale de développement. On va dire que Agadir, pendant 15 jours, a été le centre nerveux d'une activité intense pour faire de cette région un pôle, pour mettre en œuvre ce que disait Saïd El-Harichi tout à l'heure, cette régionalisation avancée, toujours, mais pour l'instant on reste sur la bordure maritime. Il va falloir peut-être un jour prolonger un peu plus vers l'intérieur. En même temps, j'aimerais, à côté de ces projets, le roi a donné un coup de pied dans la fourmilière à Tarazout. Ouais. C'est l'art et la manière de faire d'un roi. C'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie. N'allez pas très loin. À tout de suite. Rebonsoir dans ce débrief du 21 février 2020. Toujours avec nous, Saïd El-Harichi, professeur de droit, docteur en droit international, professeur de sciences politiques, et on a pris en cours de route, qui était également vétérinaire. C'est Adnan Dabbar, c'est très court, essayiste politique. Un peu aussi court, c'est Hassan Qassimi Alaoui, directeur de Maroc diplomatique et du site éponyme. Exact. On en était toujours au plan de développement d'Agadir, le pôle d'Agadir, la région Souss Massa.
pour la mise à niveau régional et la mise en œuvre de ce Maroc, de la régionalisation avancée. On a dit, on a un peu fait le tour de table de ce qu'est ces projets lancés, que ce soit pour la région d'Agadir ou pour Génération Green, également pour Maroc Forêt. Et on a dit que bon, il y a eu un événement qui a attiré, qui a fait beaucoup parler, c'est le coup de pied dans la fourmilière qui s'est fait à Tarazout par la destruction de constructions qui ne respectaient pas les normes. C'est la manière de rappeler tout le monde au respect des normes. Hassan Alaoui. Ben, oui, tout à fait. Quand on regarde la presse, un peu les sites et tout ça, tout le monde parle de la colère royale à tout bout de champ, à tire-larigot, je dirais, si vous permettez. Écoutez, moi, je pense qu'il n'y a pas de politique sans stress, il n'y a pas de politique j'allais dire, sans colère et tout. Et donc, en fait, on est en train de faire du roi... Il y a les colères justifiées. Oui, un homme violent, entre guillemets, excusez-moi l'expression, mais ce n'est pas ça. Il avait des raisons donc de crier mais c'est ça le cadre qu'on voulait dire, c'est-à-dire que c'est aussi le roi arrive dans une région, on sait que c'est un laisser-aller, il y a des choses qui dépassent, il y a le lancement, il y a un projet, il y a une vision, et en même temps, l'élément humain qu'il va falloir secouer pour leur dire, écoutez, et il y a une faillite. À partir d'aujourd'hui, il va falloir que tout le monde se mette en ordre de marche selon les standards et dans le respect des normes. Il y a une faillite, excusez-moi, des metteurs en œuvre depuis 20 ans maintenant. On doit absolument apprendre à connaître, je veux dire, Sa Majesté. C'est qu'il n'y a pas que ça. Il y a eu le Husseima. Donc, est-ce que c'est une colère ? Est-ce que c'est... Il y a eu ensuite l'histoire, il y a un an... C'est pour ça que je dis, est-ce que c'est l'art et la manière de faire d'un roi ? Au port de Casablanca, quand il voit que rien n'a été respecté, n'est-ce pas ? Et je pourrais en citer beaucoup d'exemples. Et aujourd'hui, Agadir, évidemment, il bombarde, c'est clair, c'est une méthode de travail, n'est-ce pas ? Je dirais deux mots. Il n'y a pas d'impunité au Maroc. Voilà, c'est le genre. Je dirais encore, je reviens à l'article 1er de la Constitution qui parle de responsabilité et la reddition des comptes. Et je pense aussi que... reddition des comptes, est-ce qu'il y a une reddition des comptes pour la violence des stades, chaque semaine, chaque mois, presque maintenant devenu un pain quotidien, un match, un derby, un classico, et des jeunes qui se défoulent sur le bien public et le bien privé. Alors, un phénomène de société qui n'est pas particulier au Maroc, c'est quoi ? Qui peut me définir ce que c'est d'abord un supporter ultra ? Je dirais tout simplement d'abord que le hooliganisme auquel vous faites allusion est un phénomène qui n'est pas, bien sûr, vous l'avez souligné, disons, spécifique au Maroc. C'est un phénomène de société qui se retrouve partout, maintenant, que ce soit dans plusieurs continents, dans les pays avancés. Donc on est dans le mimétisme. Mais c'est un phénomène social. Il faut le prendre comme un phénomène social. Peut-être les sociologues diront que c'est une anomie, c'est une déviance. C'est une déviance d'une mœurs sociale. Disons que nous sommes dans une situation où le Maroc, comme dans tous les pays, se retrouve avec des supporters, des ultras, ou appelons-le d'autres, parce que chaque pays a son appellation, se retrouve autour d'une activité sportive, le football. Il n'y a pas d'ultra de basket ou d'ultra de handball. Ils se retrouvent pour essayer de manifester. Alors pourquoi parce qu'il ramasse plus de monde, d'abord. Et il ramasse aussi une certaine philosophie de vie, de certaines passions. Et ce qui est très important, c'est un phénomène qui a fait déplacer le centre d'intérêt pour ces ultras ou pour ce genre de public, parce que ce n'est pas tout le public qui est hooligan, heureusement, qui déplace le centre d'intérêt du football, non pas du stade où il y a l'activité, mais au niveau du public. Le public souhaite avoir une reconnaissance sociale à travers l'exercice d'une certaine violence. Maintenant, on avait des manifestations beaucoup plus positives et beaucoup plus esthétiques, c'est les tifos. Les tifos, c'est maintenant classé comme
une manifestation artistique dans un certain Oui, sens. mais alors c'est ça. On parle beaucoup de ces groupes de supporters, qui ce sont des groupes très organisés. On les voit juste à travers ces images, c'est-à-dire la casse du bien public et du bien privé, sans distinction, une forme de défoulement qui existe, qui est réel, qui se fait dans la violence. En même temps, le grand public dont je suis, on ne connaît pas grand-chose de ces supporters ou de ces associations de supporters, pour les appeler comme ça, à caractère sportif. Des associations à caractère sportif et qui existent avec des structures, qui a un travail en amont. Vous avez parlé du tifo. Quand on fait un tifo, j'aimerais bien en faire voir quelques-uns. De ce type-là, il y a une organisation en amont. Oui. Et il n'y a pas beaucoup d'études qui ont été faites sur ces manifestations. Malheureusement, il n'a pas pu être avec nous, Abdrahim Bourkia, qui a fait un travail assez intéressant, sociologique, sur ces groupes, qui a été à leur contact, qui les a questionnés, qui les a interrogés. Et à partir de ce livre, d'abord, Des ultras dans la ville, c'est presque un titre d'un film. Absolument. Hein, c'est sympathique. Et dans le livre, on apprend que, moi j'apprends en tous les cas, que d'abord c'est des groupes organisés, avec des sections, avec des noms qui font rêver: Green Boys, Ultra Eagles, les Winners pour le WAC, ça c'était pour le Raja, les Winners pour le WAC, qui ont connu une scission. Il y a des divergences, il y a des différences. Il y a des tendances au sein de ces greens. C'est finalement toute une manifestation qui peut prendre, et il le prend parfois, ce que nous, de l'extérieur, nous voyons comme une expression politique. Tout à fait. Oui, Hassan? Moi, je trouve que c'est une expression politique. De toute façon, on va pas... Des ultras dans la ville. On ne va pas aller jusqu'à fouiner, etc. Mais on sait aujourd'hui, de plus en plus, que ces hooliganeurs, ou comment on appelle ça, ces briseurs de villes et tout de choses, c'est quand même extraordinaire, parce que ce n'est pas la première fois. Et le phénomène, il faut qu'il soit pris en amont. Mais en amont, il faut des lois, il faut une législation. Mais jusqu'à présent, je constate qu'elle n'est pas sévère. Elle est là. On est en train de déplacer le champ, je veux dire l'activité du champ politique, vers le terrain et le stade. Et ça, ce n'est pas normal. Parce que je sais qu'au stade, au niveau de certaines organisations, il y a des forces politiques qui sont derrière, n'est-ce pas ? Adnan n'est pas tout à fait d'accord. Eh bien, peut-être, mais il n'y a pas de souci. Il me laisse terminer, je lui donne la parole. Non, personne ne t'interrompt, je constate. Ouais. Pour revenir à lui. Il y a des forces qui poussent évidemment à l'extrémisme, n'est-ce pas, avec une culture de symboles, une culture de couleurs, de discours, de chants. Et c'est ça qui m'inquiète, moi, personnellement. Mais vous savez, d'accord, mais on a tendance... Alors, il faut arrêter ça. Il faut tout de suite, en amont, une réflexion et la mise en œuvre d'une politique d'avant. D'accord, mais pas après. Ce que j'aimerais, Adnan, je te donnerai la parole tout de suite après. Ce que je constate, c'est qu'on a souvent l'impression que c'est les enfants et les jeunes des quartiers périphériques, démunis, qui sont dans ces mouvements. Or, on trouve dans cette... Et c'est ce que je découvre à travers ce livre de Abdrahim Bourkia, c'est qu'il y a des médecins, il y a des étudiants, il y a des cadres, il y a d'autres catégories socio-professionnelles qui sont dedans et qui ont une expression assez développée sur ce qu'ils veulent et sur ce qu'ils font. Adnan Dabbar. Les études qui ont été faites sur le public européen démontrent que c'est interclasse. Hein, oui. Ce n'est pas uniquement réservé, comme je l'ai dit au départ, au lumpenproletariat, c'est-à-dire les habitants à la marge des villes, ou des ouvriers, parce qu'on a cru à un certain moment que c'était, disons, un phénomène strictement populaire dans le sens où c'est des ouvriers ou de ce qui s'approche. Non, c'est des gens qui veulent, je l'ai dit et je le répète, manifester une certaine forme de violence d'abord, qui est un petit peu inhérente à l'être humain, et aussi manifester un certain appétit de reconnaissance. J'ai été frappé, si vous me le permettez, qu'il y a certains, sur ces Eagles et tout ça, il y a des gens qui viennent au stade, non pas pour regarder le match, ils donnent.
dos au match et commence à, comme un chef d'orchestre, à dire qu'est-ce qu'il faut faire. Mais est-ce que vous êtes venu pour regarder le match ou pour enflammer ce genre de manifestation? C'est-à-dire, quand on fait un tifo, c'est quand même quelque chose de très chronométré. Ali El-Harichi, c'est des carreaux placés à des endroits précis qu'il faut lever à un moment précis. C'est un travail qui se fait en amont. Il y a un entraînement. Il y a d'abord la conception. On a vu 101 de George Orwell. On est très loin dans le Ali El-Harichi. Moi, j'aimerais bien aborder ce sujet. Je ne m'inscris pas beaucoup dans la même façon. D'abord, j'essaie de séparer entre le hooliganisme et entre le phénomène des ultras. Et, si on voit les supporters marocains, vous avez parlé des supporters, il y avait des supporters par équipe. Il y avait le Raja, le WAC, le MAS, le CAC, les grandes équipes. On va à Sfi, Khouribga, ça se propage. Non, avant même des ultras. Donc il y avait des supporters qui étaient avec leurs équipes depuis l'indépendance. Et même avant l'indépendance, en parlant de certaines équipes. Très bien. Toute leur polémique tourne autour de la résistance et de la non-résistance. Ce qui s'est passé, c'est à partir de 2005-2006. Il y a eu ce qu'on appelle ces ultras. C'est un phénomène qui est mondial, qui existe partout. Donc des associations de supporters. Donc effectivement, ces associations de supporters, d'abord, ils ne se sont pas organisés. Ils ont pris du temps pour s'organiser. Et là, je salue mon ami et mon collègue, Abdelrahim Boukia, puisqu'on est des collègues donc, et des amis, je le salue. Et il a fait un travail extraordinaire sur ces ultras, comment ils se composent. Vous avez parlé de sections. Très bien. Mais là, on va voir les choses scientifiquement. C'est-à-dire, vous avez parlé, est-ce que c'est politique ou pas politique? Parce que là, entre les casseurs... Parfois, l'expression de certains chants, oui, de certains tifos, ils portent peut-être... Maintenant, on étudie ce qu'on appelle l'action collective d'une manière scientifique. Si on revient à Gustave Le Bon. Donc, Gustave Le Bon, il nous parle de ce qu'on appelle la psychologie des foules. C'est quoi la psychologie des foules? C'est une psychologie... C'est la psychologie de Panurge. Vous avez parlé tout à l'heure d'imitation, vous avez parlé d'éruption, de mimétisme, de certaines choses. Et ça, c'est une théorie du 19e siècle. Il y a l'école de Chicago qui a un peu parlé de la psychologie des masses et non plus des foules. Et puis on a ce qu'on a eu maintenant, on parle de la frustration, c'est-à-dire relative. Parce que là, c'est le phénomène, je vais revenir au hooliganisme. Est-ce qu'on est pour ceux, les casseurs, moi j'essaie de le dissocier, les casseurs, de ceux qui sont dans le stade. On peut parler des ultras et de leur tifo. Est-ce que ce sont des expressions politiques? Ça, c'est autre chose. Mais si on parle des casseurs, je pense que c'est des gens qu'on peut inscrire dans la théorie de Gustave Le Bon, qui a un meneur, vous avez parlé de meneurs qui peuvent casser, et qui sont dans des formes de mimétisme et d'irrationalité. Ou de défoulement. De défoulement. Il vient pour en découdre. Il vient ni voir le match, ni rien du tout. Et c'est des gens qui viennent, on peut même parler d'une certaine expression sociale si on les inscrit dans la frustration. Avec la culture d'un sentiment d'appartenance à une tribu, à quelque chose. Mais moi, ce qui m'intrigue, quelle est leur revendication? Qu'est-ce qu'ils veulent? Tout simplement. Et à partir du moment où on ne pose pas la question centrale. Adnan veut répondre à ta question. Qu'ils me répondent. Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est Adnan, c'est tifo. J'allais dire, c'est tifosi, c'est hooligan. Qu'est-ce qu'ils veulent exactement? D'abord, je m'inscris et je pense que nous n'avons pas été très clairs. Il y a différence entre un certain nombre de publics qui veut manifester de manière artistique et peut-être que cette manière artistique va se dégénérer dans une forme d'expression politique, ou les hooligans qui sont des casseurs. Il faut peut-être faire cette différenciation. Ce n'est pas le porteur de tifo qui est nécessairement un casseur, pour ne pas faire d'amalgame. On est d'accord là-dessus. Maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent ce que tout Marocain peut peut-être vouloir, c'est-à-dire une forme de reconnaissance qui est manifestée de manière maladroite peut-être. Elle est peut-être noyautée. Ce sont des questions. Elle est peut-être noyautée politiquement, mais nous allons pas. Il ne faut pas peut-être essayer d'aller dans une forme disons de généralisation. C'est un sujet assez complexe. Assez complexe qu'on n'aura pas le temps. Qu'on n'aura pas le temps d'aborder en profondeur aujourd'hui, mais sur lequel on pourra revenir peut-être un jour. Ali El-Harichi, vous voulez ajouter quelque chose? Moi, juste, il faut différencier effectivement entre ces casseurs. Et si on veut parler de l'expression, est-ce qu'il y a une expression politique
dans la façon de présenter un tifou ou bien de faire un chant, là, c'est une autre chose. Là, est-ce qu'on est dans la mobilisation collective, et on revient d'ailleurs, est-ce qu'on est dans une action qui n'est pas irrationnelle? On les a vus chanter sur des cas de société. On les avait chantés sur le cas de la Palestine. On les avait. Non, ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans l'irrationalité. On n'est plus dans le mouvement de la foule, comme dit Éric Neveu. C'est un acte, c'est-à-dire c'est un acte auquel on adhère. C'est-à-dire il y a l'intention d'adhérer quand on fait un chant politique. Ça prend une forme d'organisation. Ça peut être un chant politique, comme ça peut être un chant... Dernière question sur ce sujet, avant qu'on aille en Tunisie voir ce qui s'y passe un peu. Est-ce que la réponse répressive est insuffisante aujourd'hui? Je ne parlerai pas de réponse répressive. Non, mais la répression n'est pas... Il y a une réponse dissuasive. Il y a la répression des fraudes aussi. Oui, il y a une réponse dissuasive, comme je disais tout à l'heure, en amont, l'organisation d'un système pour filtrer, et puis l'idée d'un travail, vraiment, mais un travail fondamental en profondeur, pour séparer, parce qu'aujourd'hui, je constate, moi, personnellement, je prends ma responsabilité pour dire qu'en fait, cette manière de politiser le football aujourd'hui, le stade, m'inquiète. Donc, il faut que l'opinion publique dénonce tout ça. Il faut que le public marocain, le peuple marocain, adhère, si vous voulez, à une politique, je ne dirais pas de mainmise ou de soumission de ces gens. Il faut tout simplement qu'on ait conscience que ce phénomène... Il faudrait peut-être former un PSIG pour les ultras. Pourquoi pas? De très spécialisé. Les Anglais, le hooliganisme a commencé... Pour faire de l'entrisme, pour les infiltrer. Le hooliganisme a commencé en Angleterre, n'est-ce pas, dans les banlieues, les grands groupes comme Manchester et tout ça, n'est-ce pas? C'est là. Et pourtant, maintenant, ils ont résolu ça. Ils sont en train de résoudre, en tout cas. Pourquoi nous, on attend que... C'est ça. Ils l'ont résolu, j'abonde de votre côté, c'est-à-dire ils l'ont résolu à travers plusieurs acteurs. Il n'y a pas qu'un seul acteur. L'acteur n'est pas seulement, l'aspect sécuritaire, mais ils l'ont résolu à travers la pédagogie, l'installation de caméras au stade, des actions de limitation d'accès en fonction de l'âge, en fonction d'un certain nombre de choses. Et aussi, il y a un acteur important qui semble, à mon sens, se dégager de cette problématique, mais qui est un acteur important, c'est-à-dire les dirigeants des équipes de football. Eux aussi ont intérêt et doivent être impliqués dans toute politique de rééquilibrage et de contrôle. On sait qu'aujourd'hui, il y a une cellule au ministère de l'Intérieur qui travaille sur ça. Il y a le ministre de la Jeunesse et des Sports qui nous a promis pour 2020 encore un débat sur ce phénomène. Alors que peut-être il va falloir articuler les choses différemment. D'abord, une connaissance socio-politique de ces mouvements, et ça se demande du renseignement. Oui. Pour ça, je disais peut-être en exagérant un peu, en parlant de PSIG, qu'il faudrait quelque chose de plus costaud pour aller dans les profondeurs de ces mouvements qui gâchent les week-ends de nos villes. Absolument. Et essayer de le cerner également sociologiquement, trouver si nécessaire des réponses éducatives et des réponses socio-économiques. Nous arrêtons ici pour ce sujet. On va voir ce que fait Kais Saïd en Tunisie, qui vient pratiquement d'imposer son gouvernement à Ennahda, car Ennahda a essayé de faire une alliance contre nature avec Qalb Tounes de Nabil Karoui, qui lui était poursuivi auparavant, qui a passé une partie de la campagne présidentielle, dans une cellule et qui finalement s'est trouvé comme une force politique avec 38 députés quand même. Il est la deuxième force et qui a essayé d'imposer Ennahda de Renouchi, qui ont essayé d'imposer Kais Saïd, une configuration de ce gouvernement. Cela n'a pas été le cas, mais apparemment, on a un gouvernement qui se met en place et qui va peut-être avoir certainement, parce que tout le monde a peur d'aller à une dissolution, parce qu'on ne sait pas sur quoi ça peut s'ouvrir. Ali El-Harichi. Je pense que le gouvernement, je pense qu'il a été annoncé hier soir par le Premier ministre. Il y a une certaine alliance, donc Ennahda, donc finalement accepté c'est-à-dire cette composition, a accepté d'être dans le gouvernement, parce qu'Ennahda, ce qu'il disait avant, il disait si vous n'acceptez pas ce que je veux, mes revendications, je vais faire une motion de censure par rapport au gouvernement qui existe
alors qu'ils ont devant eux un constitutionnaliste, M. Kais Saïd, qui va sortir l'article 89 de la Constitution tunisienne qui dit on ne peut pas faire une motion de censure pour un gouvernement qui est en train de régler des affaires courantes. Donc ça, c'était clair. Donc eux, ils ont eu peur exactement de la dissolution du Parlement, parce que si la dissolution, et la Tunisie va vers d'autres élections, cette fois-ci, Nahda va perdre cette majorité. C'est pas sûr. Il a déjà perdu. Il est descendu par rapport aux élections de 2014 déjà de 15%, de 16%. La Tunisie vit les 15 sièges, péripéties de la création d'une démocratie, et ce que je remarque, sans vouloir être un peu, disons, méchant à l'égard d'un certain nombre de partis politiques, je remarque une certaine banalisation de Nahda, qui maintenant est un parti politique qui rentre dans des tractations tout à fait ordinaires d'un parti politique qui demande des sièges, qui demande de l'exclusion. Il l'a fait déjà avec Marzouki. Ce n'est plus un parti politique qui met en avant les grands idéaux sur lesquels il a été normalement créé et construit. Mais il a quand même essayé il me rappelle un parti de chez nous qui a quand même essayé d'imposer, comment dirais-je, de manière très péremptoire, de dire nous sommes le premier parti, et finalement ça n'a pas marché, Hassan Alaoui. Moi, je souhaite vraiment que les choses aillent bien dans le bon sens en Tunisie, mais je reste sceptique, même à partir d'aujourd'hui, même avec cette nouveauté qui a été. Pourquoi sceptique? Parce que tout simplement, mais quand même, c'est une démocratie en marche, il y a un déséquilibre fondamental que le gouvernement aujourd'hui qui a été nommé n'a pas la majorité requise. Je veux dire la majorité parlementaire. La majorité parlementaire, on sait qu'elle est du côté des islamistes, et donc. C'est pas la majorité, il est le premier parti. Il n'a pas la majorité absolue. C'est le premier parti. Le premier parti. C'est 52 ou 58. D'accord. Mais le gouvernement, en tout cas, n'est pas assez. Il ne peut pas s'appuyer sur une majorité au Parlement. Voilà ce que je voulais dire. Tout simplement. Oui, mais une majorité. Et pas seulement, je ne veux pas dire en termes de calcul. Une majorité d'alliance. Oui, mais d'alliance, là, il faut encore recommencer. Et c'est ça qui m'inquiète. Il n'y a pas de cohérence fragmentée. C'est ça. Et moi, je crains qu'on retourne encore dans très peu de temps, et vous allez voir, je le prends sur moi, on redémarre encore une crise. J'ai une question, j'y reviendrai. Allez peut-être aller chercher à une précision. Pour le gouvernement qui est constitué, il est constitué d'au moins 4 ou 5 partis, plus des indépendants. Mais la majorité, c'est quand même les islamistes. Pas beaucoup. Mais si. On n'a pas, malheureusement, la première liste qui a été donnée, il y avait les appartenances. La deuxième liste, il n'y avait pas les appartenances, et comme on ne connaît pas tous les ministres. Sur 217 députés que constitue l'Assemblée du gouvernement. Non, oui, j'ai compris. 217 députés que constitue le Parlement tunisien, Nahda n'a que 52. Non, mais on parle. Donc, et Kalchoun, c'est 38. Donc, aucun gouvernement ne peut aligner une majorité. On sait que dans ce gouvernement, on verra plus clair la semaine prochaine, qu'il y a une bonne partie d'indépendants où il y a une partie de souveraineté, les affaires étrangères, la défense, l'intérieur, la justice, etc. Il y a d'autres parties, d'autres secteurs névralgiques qui sont confiés à des indépendants, entre guillemets, et d'autres ministères qui ont été donnés à des partis. On n'a pas le détail maintenant, la répartition exacte. Nahda a cédé sur certains ministères, celle de la communication qu'il voulait avoir, il a cédé. Ils adorent communiquer. Oui, mais c'est non. Il y a une anecdote que je voudrais soulever. A revendiqué un poste supplémentaire, et ils l'ont eu. Sachez-le. Écoutez, c'est tant mieux. Il y a des petites anecdotes. La petite histoire, quelquefois, fait la grande histoire. Alors, le Karama, qui est un parti un petit peu... petit parti, 21 ou 22 députés, a dit « Je participe si ce parti ne participe pas, et je ne participerai pas si ce parti participe. » Elle n'a pas dit « Je participe en fonction d'un programme », mais en fonction d'une exclusion. Alors, quelle démocratie? Une dernière question. On m'a dit tout à l'heure que j'écorchais le nom du président tunisien, Kais Saïd. On le prononce, c'est Saïd. Kais Saïd. Il est en train de devenir le maître du jeu. Tout à fait.
Il faut dire que la constitution tunisienne, le président de 2014 a limité ses prérogatives. Mais avec ce qui se passe aujourd'hui... C'est un régime semi-parlementaire. Semi-parlementaire, il est en train d'aller vers peut-être un régime semi-présidentiel. Semi-présidentiel, voilà, c'est ça avec ce que je... des prérogatives, c'est-à-dire qu'il va avoir le rôle de l'arbitre, c'est ce qu'il est en train de jouer un peu. On dit qu'on déborde, donc Qaïs Saïed, on va vers le semi-présidentiel. Voilà, Qaïs Saïed, à la semaine prochaine.